Amis de l'art oratoire, amis de la rhétorique, bonsoir et bienvenue à cette 8e édition de la finale de la Coupe des lycées et du prix Cicéron. Vous pouvez applaudir. Je suis content de voir que cette tradition se perpétue et que les lycéennes, les lycéens sont toujours là, répondent toujours présents pour le débat, pour l'art oratoire, pour la rhétorique. C'est notre combat et nous en sommes extrêmement fiers. Donc je pense que nous pouvons applaudir nos oratrices et nos orateurs de ce soir. Jusque à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience? Combien de temps encore serons-nous les jouets de tes fureurs? C'est par ces mots célèbres que débute le premier catilinaire du grand orateur romain Cicéron. Nous sommes en moins 63 avant Jésus-Christ et Rome fait face depuis plusieurs décennies à une guerre civile fratricide. Populares contre optimates, aristocratie sénatoriale contre ordre équestre, se mène un combat pour garder ou prendre le pouvoir. Marius et Sylla, Crassus et Pompée, Claudius et César, tous aspirent à la même chose, la magistrature suprême. Mais combien d'entre eux sont animés par le bien commun? Combien d'entre eux veulent préserver la République romaine en danger? La veille de ce grand discours, c'est César qui va prévenir Cicéron de cette conspiration organisée par Catilina. Et le lendemain, l'orateur monte à la tribune aux harangues. Il va prendre un risque. Le risque déjà de prendre la parole, risque que vous allez prendre ce soir, que vous avez déjà pris durant toute cette compétition, mais aussi le risque de vouloir défendre la République. Si Catilina n'est pas présent dans la salle, c'en est fait de Cicéron. Et ce jour-là, par ses mots, par son éloquence, il sauve la République. Bien sûr, ce ne sont pas les mots qui font l'histoire, ce sont les actes qui font l'histoire. Et un discours ne peut pas non plus complètement bouleverser le cheminement de l'histoire. Mais il peut néanmoins marquer les esprits. Il peut néanmoins, des siècles plus tard, être cité à nouveau dans un autre Sénat qui nous accueille aujourd'hui. Mettre le beau au service du vrai, la vérité au service de la République. Est-ce que c'est ce que vous ferez ce soir? Est-ce que vous serez animés par cette flamme? Nous l'espérons, bien évidemment. Nous espérons que vous ne venez pas juste ici pour pérorer, pour palabrer, mais bien pour incarner aussi une idée, pour apporter votre part de vérité. Éblouissez-nous donc ce soir. Faites-vous aussi plaisir. Faites plaisir à cet auditoire qui est venu pour vous entendre. Sous les auspices de Cicéron, que nous avons choisi aussi pour la raison suivante. C'est un grand théoricien de l'art oratoire et dans les formations que nous organisons, finalement, on en revient toujours à Cicéron. Mais c'est aussi parce que Cicéron a dit un jour « on est poète, on devient orateur ». Et vous savez que c'est le mot d'ordre de la Fédération francophone de débat. On ne naît pas orateur, on le devient. Nous en sommes persuadés, nous le martèlerons jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avec cette maxime. Et ce soir, vous en serez la preuve.
Pour introduire donc tout d'abord la finale du prix Cicéron, je vous demande d'applaudir le responsable du pôle éloquence de la Fédération francophone de débat, Rémi Salor. Merci à tous, merci Hugo. Alors effectivement, je suis Rémi Salor, je m'occupe du pôle éloquence de la Fédération francophone de débat. Je vous remercie tous et toutes d'être présents ce soir. Ils étaient une vingtaine, nous en avions gardé 8, et puis ce soir, ils ne sont plus que 2. 2 lycéens très méritants. Mettez-vous à leur place juste une minute. Ce sont des orateurs. Ils se retrouvent ici devant vous dans une des salles de l'une des plus prestigieuses institutions de notre République. Ils ont du courage, ils ont de la force, ils ont du talent. On peut les applaudir, ce sont nos 2 finalistes. Son sujet, l'histoire est écrite par les vainqueurs à l'affirmative, Monsieur William Dagras. C'est quoi un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qui s'est battu. Un vainqueur, c'est celui qui n'a pas failli. Un vainqueur, c'est celui qui n'a pas flanché. Un vainqueur, c'est celui qui a remporté la victoire. Qu'importe le perdant, il n'est plus. Il n'a pas d'importance, il a échoué. Revenons sur Hector, Polydore, Niels. Ces hommes qui, par leur loyauté, leur implication, leur abnégation, ont su transmettre dans l'histoire et être présents. Mais ce n'est pas de l'histoire. Regardez-moi, chers jurés, regardez-moi, cher auditoire, regardez-moi, Françaises, Français, car c'est peut-être la dernière fois que vous me verrez. Je dois gagner pour vous marquer. Car si je perds, si je suis vaincu, c'est ma contradictrice qui écrira l'histoire et vous prendra comme témoin de ce combat emporté. Aujourd'hui, mon père m'a dit « William, tu sais, le principal, c'est de participer. » Mais quel principe de perdant! Comment pourrais-je vous marquer à vie si je n'ai pas l'envie de vous convaincre et de vaincre ma contradictrice? Je suis là, devant vous, Goliath, mais je suis prêt, avec fermeté, de vous montrer que je suis un David. Revenons sur ces quelques héros, victorieux, vainqueurs de l'histoire. Jules César, Charlemagne, Christophe Colomb, Zinedine Zidane. Ces hommes qui ont marqué l'histoire par leur effort et surtout par leur victoire. Alors, il est vrai, certes, ce n'est pas Napoléon ou Charlemagne qui ont écrit à proprement parler leur histoire, mais ils ont marqué le peuple. Et c'est le peuple qui a été marqué. C'est le peuple qui se bat pour ses héros. C'est ce peuple qui se bat aux côtés de ses victorieux. C'est ce peuple qui mérite cette victoire aussi. Ils sont donc légitimes à écrire cette histoire. Mais il est vrai, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Autrefois, les victorieux pouvaient dicter l'histoire comme bon leur semble. Certes, ils pouvaient manquer d'objectivité, il est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Enfin, l'est-il? Aujourd'hui, grâce à l'Internet, l'information partagée, les connaissances qui viennent des quatre coins du monde, on pourrait se dire que cela a changé les choses. Mais que retient-on des conflits, des guerres, des concours, des compétitions d'éloquence comme Cicéron? Les vainqueurs. Car oui, les vainqueurs, ce sont ceux qui se hissent sur le devant de la scène. Ce sont ceux qui font le buzz sur Twitter, TikTok ou YouTube. Ce sont ceux qui sont présents peut-être devant vous. Alors, comment pourrais-je vous marquer?
Aujourd'hui, dans notre ADN, coule ce règne animal dont nous venons tous. Ce besoin de vaincre qui nous anime ici. Alors oui, je ne suis peut-être pas le lion, mais je serai le singe qui saura gagner avec le verbe. Aujourd'hui, je me sens plus Ulysse qu'Agamemnon. Car oui, vous, dieu de l'Olympe, vous ne pourrez m'enlever le fait que seule la victoire est belle. Dans ces lieux qui m'accueillent, Françaises, Français, cher auditoire, cher juré, vous retiendrez mon nom. Merci beaucoup, Monsieur Dagras. Elle a 17 ans, elle nous vient du lycée Jeanne d'Arc à Colombes. L'histoire est écrite par les vainqueurs à la négative, Madame Lina Benmarzouk. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Stromae, il nous a fait danser avec cette chanson durant l'année 2013, sur les plages, les pistes de danse, et ce, avec cette chanson en boucle durant tout l'été. Et pourtant, cette chanson a une histoire. Le père de Stromae est mort durant le génocide du Rwanda. Et Stromae, à travers cette histoire, nous raconte ce génocide. Car oui, mesdames et messieurs, l'histoire n'est plus celle du vieux monsieur avec son livre qui nous raconte les victoires de je ne sais quel pays. Non. L'histoire aujourd'hui existe grâce à 2 concepts. Le premier est assez simple, même si ce n'est pas le plus intuitif, car il s'agit de la mémoire collective. La mémoire collective est la mémoire d'un peuple, c'est la mémoire d'une communauté. Elle rassemble le vécu commun d'un groupe tout en le gardant au présent. L'histoire n'est plus que celle des historiens. Non. L'histoire est celle qui est aussi dite à l'oral, mesdames et messieurs. Et ce, peu importe que ce soit des victoires ou bien des défaites. Je m'explique. Si c'est une victoire, elle se transmettra par une certaine nostalgie de puissance, de fabuleuses victoires passées. Mais si c'est une défaite, elle restera en tant que rêve de vengeance, à travers les héritages. L'histoire est retenue par la culture, les arts, la littérature, et même la chanson de Stromae, qui peut être vue comme un mémoire du génocide du Rwanda et ses conséquences. Enfin bon, passons au deuxième concept. Même si la mémoire collective occupe une grande place quand il s'agit de l'histoire orale, les historiens restent quand même les principaux référents de l'histoire qui est écrite. Tout d'abord, un historien, c'est une personne qui publie et étudie sur l'histoire en produisant un écrit qui respecte une méthode scientifique. C'est-à-dire qu'il se base sur des faits passés, puis les catégorise, et enfin en tire une interprétation justifiée et surtout équilibrée à l'aide de sources. L'historien est comme le détective, le journaliste d'investigation. Il se base sur une méthode de recherche qui est approuvée et connue. Sinon, il en va de sa crédibilité. Si l'historien se base sur la première source venue d'un livre qui raconte les fabuleuses victoires, il n'est pas honorable. Avant, les historiens, ils n'avaient que ça. Mais les historiens d'aujourd'hui, ils ont des sources. Les sources se multiplient et dans de nombreux domaines. L'archéologie, l'épigraphie. Comment voulez-vous qu'ils croient des sources qui sont biaisées
alors qu'il dispose de tant d'informations variées. L'historien qui croit à la première source qui lui vient n'est pas digne du nom d'historien. Où est la recherche de la vérité s'il ne la cherche même pas, s'il ne fait pas l'effort de voir toutes les sources qui lui sont disposées? L'historien d'aujourd'hui, il s'attaque aux mémoires, aux crimes de guerre, aux sociétés coloniales. L'historien écrit tout simplement l'histoire et seulement l'histoire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Va commencer maintenant l'attente insupportable des résultats qui ne viendra qu'à la fin de la Coupe des lycées. Nous accueillons maintenant Thaïs Chinot. De 30, ils passèrent à 8. De 8, ils ne sont plus que 4 binômes. Ces jeunes oratrices et orateurs, mesdames et messieurs, font partie des meilleurs de leur génération et ont su se démarquer dans un groupe qui était dès le premier jour de très haut niveau. Ils sont ici aujourd'hui pour se dépasser une fois de plus afin d'obtenir le titre de champion de France. Ils s'affronteront autour du sujet suivant. Ce gouvernement pense que la liberté d'expression est un droit absolu. Puisse-t-il avoir la force de vous convaincre et de faire résonner entre ces murs les mots de la liberté. Mesdames et messieurs, pour cette finale de la Coupe de France de débat des lycées, j'appelle Fadia Belkacem, Cyrine Benrached, Mathias Brahmi et Jade Lang pour le gouvernement et Marouane Yaha Luna Khan, Alice Guyot et Lila Del Rios pour l'opposition. Pour commencer ce débat, j'appelle le chef du gouvernement sous vos applaudissements. Petite précision, je précise donc que l'ouverture et que la fermeture des questions seront notifiées par un petit coup de marteau de la Fédération. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Chers membres du jury, chers amis du gouvernement, chère opposition, mais surtout cher public, si nous sommes tous réunis dans ces murs si prestigieux, c'est pour accomplir l'acte intellectuel le plus formidable qui soit. Nous sommes venus débattre. Débattre, c'est le moyen pour nous de devenir des citoyens plus grands, plus réfléchis, confronter nos opinions pour faire émerger des idées qui seront les nôtres. Et aujourd'hui, le débat est au cœur de notre vie. Nous débattons constamment sur les réseaux sociaux, nous apprenons du débat à l'école. Les politiques se décident par le débat, que ce soit entre politiciens ou même avec la population civile. Il est partout. Son importance est suprême. Toutefois, ce débat est aujourd'hui corrompu par des restrictions dans ce qui peut être dit. En effet, il existe des pressions morales qui s'exercent sur les individus. Je pourrais parler de la cancel culture, qui est intolérante face au moindre pas de travers devant un politiquement correct, issu ou bien de la bêtise humaine, ou bien de la volonté de ne pas débattre. Parce que oui, certains souhaiteraient abolir ce débat qui nous est si cher, en usant de la peur, de la terreur et pour les plus menaçants d'entre eux, du meurtre. Mais ça n'est pas tout. Aujourd'hui, la loi elle-même applique des restrictions dans ce qui peut être dit. Des restrictions qui opposent à des punitions pénales. Et je pense par exemple à la loi Guesso, qui réprimande pénalement les propos révisionnistes. Seulement, au gouvernement, nous n'en voulons plus de ces lois. Nous voulons promulguer un droit absolu en faveur d'une liberté d'expression qui sera totale pour libérer le débat public de ces chaînes. Quand je dis toutes les opinions, j'entends les opinions racistes, xénophobes, homophobes, antisémites et j'en passe. Seulement, la liberté d'expression absolue ne sera pas la porte ouverte à la haine inhumaine. L'absolue tolérance de toutes les oppositions doit avoir pour fondement
l'absolue intolérance de toutes les barbaries. Nous voulons autoriser tous les propos, toutes les opinions, mais non pas les moyens au service de ces opinions. Le droit de tout dire découle d'une exigence préalable, celle selon laquelle il n'existe ni droit ni liberté de tuer, d'esclavagiser, de tourmenter ou d'affamer. Ainsi, lorsque des journalistes de Charlie Hebdo, en grands défenseurs de la liberté d'expression, sont fusillés, ils ne sont pas fusillés au nom d'une expression. Ils sont fusillés parce que des hommes concrétisent leur haine. Et nous ne laisserons à personne le droit d'accomplir la haine de leur propre chef. Ainsi, nous, gouvernements, pensons que ce nouveau droit absolu représente le meilleur moyen pour les idées que nous, mais aussi vous, considérez néfastes. C'est ce que vous expliquera Cyrine. Mais nous pensons surtout que restreindre la liberté d'expression, c'est corrompre le cheminement de la pensée humaine, ce que détaillera Jade. Pour ma part, je vous expliquerai qu'il n'existe ni bon ni mauvais usage de la liberté d'expression, seulement un usage insuffisant. Parce que la liberté d'expression représente le fer de lance devant la tyrannie. Ce n'est que par la formulation claire, à l'oral, de nos pensées que nous lutterons face aux individus qui voudront que nous n'ayons pas de pensée. Ce n'est pas un hasard si la première des libertés qui subit le joug du totalitarisme est systématiquement la liberté d'expression. Et dans sa dystopie, George Orwell, sa dystopie 1984, nous fait état d'un totalitarisme de la pensée qui passe par un totalitarisme du discours et dont les méthodes peuvent être résumées en une seule phrase. Ce que vous ne pourrez pas dire, ni les autres ni vous-même ne pourront le penser. Ainsi, la liberté d'expression semble être le moyen de tout penser, mais surtout de tout comprendre. Et face à elle, se dresse un ennemi qui ne connaît aucune limite non plus, se dresse la censure. Certes, pour bien des raisons, des textes comme Mein Kampf, Bagatelle pour un massacre de Céline, les protocoles de Sage de Sion ou les ouvrages révisionnistes ne sont accessibles que de manière limitée, sont même censurés pour certains. Mais pour ces raisons-là, pourquoi ne pas censurer non plus les propos misogynes de Paul de Tarse? Des textes truffés d'infamie comme la Bible, la Torah ou le Coran. Mais pire, pourquoi ne pas censurer les mensonges auxquels nous sommes exposés en permanence par la publicité, la violence dont notre actualité se remplit, à laquelle nous sommes exposés tous les jours? Pourquoi ne pas supprimer totalement ce que l'on nous enseigne au profit de contre-vérités? Mieux vaut pas n'oublier. Une fois instaurée, la censure ne connaît pas de limite, car la purification éthique se nourrit de la corruption qu'elle dénonce. Et d'ailleurs, cette incohérence que je souligne est née d'un libre arbitre que la population ne pourra avoir que si elle débat. La liberté d'expression se doit de n'avoir aucune limite si elle entend lutter face à la censure qui n'en aura pas non plus. Merci à tous. Pour lui répondre, j'appelle la chef de l'opposition sous vos applaudissements. Cher public, chers membres du gouvernement, chers membres de l'opposition, la liberté d'expression absolue et la liberté d'exprimer ses idées, ses jugements, son opinion, et ce, sans les limiter. On peut écrire, on peut diffuser sans être limité par la loi. J'aimerais revenir sur certains termes que vous avez abordés, en parlant du fait que la pression morale serait aggravée. Si nous laissons la liberté d'expression absolue, nous allons avoir de grosses conséquences. Et nous avons déjà une pression morale au niveau de notre liberté d'expression. La liberté absolue que nous promulguons est avec des limites. Nous n'interdisons pas une liberté d'expression totale, mais nous voulons une liberté d'expression. Le problème de l'usage qui est bon ou mauvais, c'est que le problème de cet usage, c'est qu'il sera mauvais, et donc que nous aurons des conséquences si la liberté d'expression engendre des propos homophobes, racistes, sexistes, qui peuvent faire du mal à des personnes, qui peuvent faire du mal aux autres et qui peuvent empêcher la nation d'être une nation.
Donc ça veut dire que nous laisserions aussi dire des propos choquants sans conséquence, et donc nous ne pourrions plus vivre ensemble. La liberté d'expression absolue est une atteinte à la liberté du citoyen. La liberté d'expression absolue, finalement, empêche la liberté d'expression. Elle a raison. Pour cela, notre première députée, Alice, parlera de l'immoralité de votre pensée, de votre mesure, avec l'atteinte à la dignité des personnes. La deuxième députée, Lila, parlera de la dangerosité que cette mesure engendre pour ses citoyens. Et enfin, le secrétaire général, Marwan, clôturera ce débat. Depuis que la liberté d'expression existe, depuis qu'elle a été votée par les membres de l'Assemblée nationale le 26 août 1789, elle a toujours été limitée. D'ailleurs, l'article 11 stipule très clairement que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cadres déterminés par la loi. Donc, cet article stipule très clairement que la liberté d'expression est limitée pour le bien public et pour que le peuple puisse ainsi vivre en paix. Cette mesure, donc, que vous voulez mettre en place aggravera cette pression morale et mènera à la discorde. Nous vivons dans une république en France dont les valeurs fondamentales ont construit la devise que nous connaissons aujourd'hui. Cette devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Ces trois valeurs sont aussi importantes les unes que les autres. Et la liberté, qui inclut la liberté d'expression, doit respecter l'égalité et la fraternité. Si la liberté d'expression est absolue, nous n'aurons plus d'égalité avec la situation du dominant et du dominé. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aurons un groupe qui imposera ses idées et une minorité qui se retrouvera réduite au silence. Parce que ce groupe, qui sera en supériorité numérique, réduira au silence les minorités. Également, cette liberté d'expression absolue mettra fin à la fraternité et mettra fin à la cohésion sociale que nous connaissons. Nous aurons des propos racistes, antisémites, homophobes, criminels, des injures, des insultes qui mettront fin à notre nation, qui pourront provoquer des guerres civiles et de grands désaccords entre les membres de notre nation. Ainsi donc, la France deviendra le théâtre de problèmes sociaux et dans le pire des cas, comme je l'ai dit, nous aurons un cas de guerre civile. Donner la liberté d'expression absolue, c'est donc laisser se déverser une haine que nous sommes incapables de gérer. Je terminerai par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout citoyen naît et demeure libre et égal en droit. Si la liberté d'expression est absolue, elle mettra fin à l'égalité et à la fraternité. Et cet article, qui promeut les bases de notre République française, deviendra une farce. Les divergences d'opinion seront encore plus marquées. N'oublions pas que les mots peuvent être aussi affûtés que des lames de rasoir et peuvent faire autant de mal que des armes. Merci de votre attention. Merci, Madame la chef de l'opposition. Et pour lui répondre du côté du gouvernement, Madame la deuxième ministre, sous vos applaudissements. Madame la ministre, un instant, je rappelle aux équipes qui peut être tétanisées par l'endroit et par le lieu, auraient oublié les règles, que vous pouvez et devez même poser des questions. Ce sera tout pour moi. Madame, vous avez la parole. Merci. Cher public, chers jurés, bonjour. Je voudrais dans un premier temps revenir sur les propos du chef de l'opposition. Il nous a évoqué l'article
des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. En 1789, ce sont des révolutionnaires eux-mêmes qui ont remis en question les normes de la société par la liberté d'expression. Et c'est ces révolutionnaires encore qui ont remis en question ces normes de la société et qui n'ont pas respecté ces limites. Nous sommes aujourd'hui tous ensemble avec des idées, des opinions, mais nous sommes restreints. Et cela n'est pas la liberté que les révolutionnaires avaient pensée. Vous dites que cela va amener à la discorde, à la guerre civile. Vous n'avez en fait pas confiance en l'humanité. Vous n'avez pas confiance en l'homme. Une insulte va directement amener à une guerre civile. C'est ce que le peuple français est réellement, des hommes des cavernes, pardon. Fin à la fraternité et à la cohésion sociale. L'opposition aujourd'hui a peur de l'humanité. 1830, alors que la monarchie est restaurée, le roi Charles X remet en question les acquis de la Révolution. Il veut restreindre la liberté d'expression. Cette liberté, d'après Eugène Delacroix, coiffée d'un bonnet phrygien, les cheveux au vent, la poitrine dénudée, brandissant le drapeau français tel une flamme. C'est cette liberté-là qui est l'identité même de la France. Et si en janvier 2015, il y a eu plus de 4 millions de personnes qui sont descendues dans les rues, c'est bien parce qu'en se prenant à la liberté d'expression, on s'en prenait à l'âme de la France. Et qui fit avancer le peuple vers un nouvel horizon, vers son émancipation. Mais elle est aujourd'hui prisonnière. Et elle emprisonne avec elle des idées, des opinions, des pensées. Ce n'est pas la liberté telle qu'elle avait été pensée par les révolutionnaires. C'est une liberté qui va à l'encontre même de l'histoire de la France, bercée par les idées Lumières. Je vais prendre votre question. En quoi empêcher les dérives extrêmes revient à emprisonner la pensée des Français? Merci de votre question. La pensée des Français. Premièrement, j'utiliserai le pluriel, les pensées des Français. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des opinions. Mais malheureusement, ces opinions-là ne peuvent pas être tous exprimées. Cela empêche l'expression. Beaucoup ne se sentent pas concernés par cette liberté d'expression. Beaucoup ne se sentent pas écoutés. Chacun a des opinions. Chacun est différent. Chacun est humain. Et cet emprisonnement de la liberté, sous prétexte de protéger l'ordre public, n'est pas la bonne solution. Les chemins de l'enfer sont souvent pavés de bonnes intentions. En musant la liberté d'expression, vous risquez d'obtenir le contraire de ce que vous recherchez. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant bleu. Tous ici avaient imaginé un éléphant bleu. Eh bien, ça marche dans le même sens. Ne dites pas des propos racistes. Vous n'avez pas le droit d'être homophobe. La liste est encore très longue. Là encore, vous obtiendrez le résultat inverse de ce que vous souhaitiez. Ce n'est pas parce que vous empêchez quelqu'un d'exprimer son opinion que cette opinion disparaîtra. Et c'est comme ceci que vous créerez des tumeurs. Tumeurs qui se propagent dans le corps social. La frustration étant partisante, tumeur qui s'agrandit. Cette tumeur étant la métaphore même des idées que nous voulons combattre. Et d'après l'opposition, il faut simplement censurer et faire taire cette tumeur. Mais tout bon médecin sait que cela n'est pas la solution. Il faut la diagnostiquer, puis enfin trouver le remède à cette tumeur.
Et nous l'avons aujourd'hui devant nous. Ce remède est le débat. Ce terrain d'idées sur lequel nous sommes actuellement. C'est le débat qui nous permet l'avancée, une confrontation d'idées qui amène à la dissuasion et au toucher du fruit de la vérité. Le débat est le fondement même de la démocratie, permettant l'ouverture d'esprit, permettant de réfléchir, de rencontrer des personnes opposées à nos idées, de sortir de notre bulle de confort. C'est ça, le remède. Refuser. Ouais, merci. Pour lui répondre, j'appelle la deuxième députée de l'opposition sous vos applaudissements. Vous nous évoquez des beaux termes, vous nous parlez d'humanité. Mais je crois malheureusement que vous avez mal compris la définition de ce terme. L'humanité, c'est le respect d'autrui, de ses confrères. Le respect, la limite. Savoir trouver la limite. Pensez aux dérives catastrophiques que la liberté d'expression en tant qu'absolue causera. Vous parlez de tumeurs, de frustration, mais pensez à ceux qui seront victimes de cette liberté. Chers membres du jury, chers publics, nombreux aujourd'hui, et chers gouvernements, bonjour. L'heure est grave, mes amis. Le gouvernement pense et prône la liberté d'expression comme un droit absolu, se voulant alors réformateur et libérateur. Absoudre tous les maux de ce monde en permettant l'existence de tous les maux, quelle drôle d'idée. Parce que oui, ce changement entraînera des dérives catastrophiques pour le bien et le futur de notre société. Cette pensée se dresse alors à l'encontre de notre morale, qui se veut être un ensemble de règles de conduite pour faire le bien et éviter le mal. Toute opinion doit-elle être accessible à tout public, même si elle s'avère immorale ou dangereuse? Bien sûr que non. Or, votre motion, votre pensée provoquera la légalisation de la diffamation, de la calomnie, de l'incitation à la violence, à la haine. Puisque soumis à aucune règle, les individus feront de la toile, de la plume, des journaux, leur meilleure arme pour souiller, salir, ternir, anéantir. L'information, réduite au danger, portera atteinte à la dignité des citoyens. En effet, des photos choquantes pourront être diffusées. Mais pire encore, mes amis, aucune plainte ne pourra être écoutée et aucune justice ne pourra être faite. Ainsi, si par pur hasard, une vidéo compromettante de votre personne est diffusée, vous ne pourrez faire appel. La justice sera sourde et vous serez voués à endurer ce fardeau. Lacordaire disait, entre le fort et le faible, c'est la loi qui protège et la liberté qui est servie. La loi étant désormais inexistante, où donc sera la protection promise aux citoyens à la naissance? Si la loi ne protège plus, la liberté servira-t-elle toujours? Je vais prendre votre question. En quoi, s'il vous plaît, diffuser des vidéos privées d'une personne relève de la liberté d'expression? Je crois que vous avez mal compris encore une fois tout ce qu'il s'agit des termes. La liberté d'expression se rapporte à des dires. Or, publier une vidéo d'une personne où celle-ci peut s'exprimer sur un sujet peut, en étant diffusée, porter atteinte à ce qu'elle voulait dire. Peut-être que ce qu'elle disait restait dans l'enceinte du privé et pas du public. Vous n'avez pas le droit de publier une vidéo d'une personne sans son accord. Bien, merci. La protection psychologique des jeunes victimes ne sera donc plus assurée, ceux-ci étant dès lors confrontés à des images choquantes, des vidéos traumatisantes, des textes et paroles indécents diffusés de façon illimitée. Refuser toute limite, déterminée dans le souci de ce qu'il y a d'humanité dans chaque être humain à la liberté d'expression, c'est aussi accepter une propagation plus importante des théories du complot, par exemple.
Et ainsi des dérives toujours plus extrémistes, dangereuses, racistes, homophobes, terroristes, voire criminelles, puisque celles-ci ne seront plus stoppées par aucune loi. Toutes ces différentes conséquences du changement que vous proposez ne peuvent être cautionnées par les citoyens, du fait de leur immoralité totale. Je m'en vais désormais vous conter une fable didactique, comme l'aurait fait La Fontaine, afin de vous convaincre et de tenter de mettre en lumière la bêtise de la pensée du gouvernement. Et peut-être par la morale de ce récit comprendrez-vous l'immoralité de la pensée de mes confrères. Le perroquet, la luciole et le lion faisaient jadis société. Par un respect sacré, chacun parlait et s'exprimait. Cette liberté, bien que limitée, permettait l'harmonie tant espérée. Et le perroquet, la luciole et le lion, loin des calomnies, cohabitaient. Or, un jour, l'expression fut déterminée, fut déclarée sans limite par Sa Majesté. Ravis, les animaux purent tenir le langage qu'ils souhaitaient. Le perroquet, bavard et mauvais, aborda son ami le corbeau et entra soudainement en propos. « Eh bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Si je m'adresse à vous, c'est pour de l'insecte parler. Nuisible, chétif et fraîche, je l'aperçus ce matin de nos graines s'emparer. » À ces mots, le corbeau réprime toute joie. Il court voir son ami, le faucon, puis sa cousine l'oie. De colère, ces trois volatiles s'attaquent à la luciole, qui, diffamée, succombe aux attaques perpétrées. Apprenez que des propos tenus par le perroquet, aucun n'est vrai. Et le corbeau, le faucon et l'oie sont par leur candeur aveuglés. Désabusé, le lion ne peut rendre justice à la luciole dans ce pays où toute personne peut s'exprimer, mais où aucune limite n'est fixée. Je vous remercie. Et j'appelle pour lui répondre la troisième ministre du gouvernement. Les applaudissements. Donc à l'écouter, l'opposition voudrait que l'on place la bien-pensance plus haut que la liberté de l'esprit, les bons sentiments plus haut que la lucidité, la prudence plus haut que la sincérité. Mais renoncer à dire ce que l'on croit vrai, sous prétexte que cette vérité est contraire à ce qui serait, selon l'opinion dominante, politiquement et moralement souhaitable, c'est réduire la pensée humaine à un ramassis d'idées fallacieuses et démagogues qui ne peuvent mener qu'au populisme. En témoigne d'ailleurs le succès du Rassemblement national, qui est le fruit d'années de langage aseptisé. Elle a raison. Mais bien que nous ne soyons pas d'accord avec ce que vous dites, nous nous battons et nous continuerons de nous battre pour que vous puissiez le dire. Car la liberté d'expression n'existe qu'en se revendiquant à chaque instant. Elle se renie si elle se réduit à une consommation passive d'idées reçues. Or, chers amis, chers membres du gouvernement, chère opposition, cher jury, c'est aujourd'hui à cela que voudraient la réduire les différents dangers qui l'assaillent. Nous vivons dans un monde où le prétendu respect des sensibilités, et notamment des croyances religieuses, est sans cesse prétexte à limiter la liberté d'expression. Des intellectuels, des politiciens nous exhortent à nous exprimer sans heurter la foi des croyants, car pour reprendre les mots du pape François, on ne se moque pas impunément des religions. Mais qu'on les laisse dire, car c'est en réaction à leurs idées nauséabondes que nous nous dressons aujourd'hui pour réaffirmer l'importance de cesser de se regarder le nombril et de continuer à parler librement pour penser librement. Aucune idée, aucune croyance ne doit échapper à la critique, à la dérision, à la caricature. Car ce qui sacralise tue. Sacraliser, l'enfant est un tyran, la femme un objet, la vie une abstraction désincarnée. Ainsi que les messies crient au blasphème si ça leur fait plaisir, mais qu'ils ne s'avisent pas de susciter une interdiction judiciaire à l'encontre des opinions qu'ils exècrent. Car si l'on devait craindre de faire du tort, on ne pourrait rien dire, on ne pourrait plus débattre, on ne pourrait plus progresser. D'abord parce qu'on ne peut pas ménager toutes les sensibilités. Ainsi, Pierre Desproges, après l'appel de l'archevêque de Paris à faire cesser la satire de la religion, répondait que les grotesques manifestations incantatoires du dimanche matin portent d'insupportables atteintes à son athéisme, et il aurait même ajouté « Je précise que j'envoie une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier ». Ensuite, parce que communiquer, c'est par définition chercher à heurter les croyances et les sentiments d'autrui, d'une façon qui peut, en effet, s'avérer déplaisante. Ainsi, laisser les sensibilités blessées, fixer les bornes de la parole publique, ce serait empêcher l'expression des désaccords politiques, moraux et religieux les plus profonds. Ce serait interdire le débat par lequel nous remettons en lice nos opinions pour les tester sportivement. Ce serait renoncer au doute, à la recherche qui permettent l'émergence de pensées nouvelles, d'idées nouvelles et de valeurs communes. Ce serait corrompre le cheminement de la pensée humaine.
Si l'État décide aujourd'hui des idées qui sont moralement valables et de celles qui ne le sont pas, comment voulez-vous que la pensée évolue et par là nos sociétés? Nombre d'opinions, hier encore recommandables, sont d'une génération à l'autre happées par la désuétude. Et c'est tant mieux. Il y a moins d'1 an, les couples de femmes ne pouvaient avoir recours à la PMA. Et ce n'est qu'en s'emparant du débat public qu'elles ont pu obtenir ce droit. Et nous prétendrions, aujourd'hui, avoir atteint une vérité universelle, nous prétendrions figer l'expression et donc la pensée dans des lois. La liberté d'expression doit être absolue, car aucune vérité ne mérite que l'on s'agenouille devant elle. Tout citoyen a le droit de contredire ce qui paraît le plus assuré, car les vérités d'une époque ne peuvent être érigées en autorité absolue. Oui, monsieur. Pourquoi la liberté d'expression d'aujourd'hui a-t-elle empêché les femmes d'ouvrir un débat sur la PMA? C'est pas du tout ce que j'essaye de dire, monsieur. Ce que j'essaye de dire, c'est que la morale d'une société évolue. Et dire que notre morale d'aujourd'hui justifierait le fait que l'on réduise la liberté d'expression pour ne pas heurter les croyances, ce serait figer cette morale dans le temps. Les spéculations les plus folles n'ensemencent-elles pas, je ne prendrai pas votre question, n'ensemencent-elles pas à leur manière le champ des vérités futures? L'humanité n'a-t-elle pas terriblement besoin d'hommes et de femmes qui, comme Galilée, alors qu'il devait prononcer à genoux l'abjuration de sa doctrine, frappa la terre de son pied et asséna l'Inquisition, et pourtant elle tourne? Comme lui, nombreux sont ceux qui eurent raison trop tôt. S'ils s'étaient soumis au pouvoir suprême, qu'il soit politique, religieux ou scientifique, où en serait l'humanité aujourd'hui? Toute idée reçue pour éternelle et incorruptible exhale l'odeur fétide du caprice et de la tyrannie. Ainsi, tolérons les platistes, mais combattons les platitudes. Nous voulons des citoyens, non une obéissance forcée, mais une fidélité sincère. Nous voulons que, tout en étant ouvertement divisés de croyances et de sentiments, ils vivent dans une concorde parfaite, dans un État libre. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Ainsi, autorisez-vous toutes les opinions. Nous saurons reconnaître les nôtres. J'appelle la 3e députée sous vos applaudissements. Je tiens d'abord à revenir sur les propos de notre deuxième ministre. Limiter pour protéger serait une excuse. Je me désole que vous pensiez que la protection de nos citoyens soit une excuse. Non, je pense que c'est une raison suffisante, car il en va de la protection de la vie et de l'humanité de chaque personne ici présente dans la salle. Vous parlez aussi de notre morale d'aujourd'hui, que l'on ne devrait pas fixer dans le temps. J'espère vous rassurer en vous disant que notre morale d'aujourd'hui, sociétale, encourage le respect de tous. Et que les platistes, d'ailleurs, sont tolérés de nos jours. Chers jurés, permettez-moi donc de vous présenter la réelle réalité du monde que nous expose notre gouvernement. Un monde où la liberté d'expression est un droit absolu, est un monde où des idéologies dangereuses et discriminantes peuvent librement se répandre. Prenons l'exemple de la misogynie ou du racisme. Quiconque souhaitant étendre ces idéologies disposerait de nombreux supports, livres, discours, meetings politiques. Les occasions de convaincre seraient dès lors multipliées. Il pourrait employer des moyens aussi critiquables, mais qui seraient devenus légaux, comme la diffamation ou la calomnie pour appuyer leurs propos. Cela peut sembler irréaliste aux yeux du gouvernement, mais force est de constater que même le nazisme n'a su que convaincre, manié par un bon orateur. Des courants de pensée discriminants, dès lors, pourraient se renforcer, prenant de l'ampleur et engendrant toujours plus de divisions au sein des peuples. Ces courants de pensée qui s'épanouissent dans la nuisance à autrui sont opposés aux valeurs vers lesquelles notre société tient tant à évoluer. Pourtant, ils pourraient s'étendre librement, efficacement, engendrant un retour en arrière de la société qui réduirait à néant tant de siècles de combats. Un monde où la liberté d'expression est un droit absolu, est un monde où la sécurité de nos citoyens est mise en péril. Les incitations à la haine seraient dès lors légales, sous toute forme et toute intensité. Pouvoir tout exprimer permet des attaques plus violentes, qui susciteraient elles aussi des réactions plus violentes. On assiste dès lors à une escalade de la violence verbale qui ne tardera de se muer en affrontement d'individus, de groupes, d'ethnicités, de religions et de classes, en guerre civile. Car lorsqu'il est permis à chacun de souiller, sans conséquence, la dignité d'autrui,
il est plus que primordial d'avoir le droit à une défense de sa dignité. Et si l'État le refuse, trop peu seraient tentés de se faire eux-mêmes justice. J'en prends votre question. Madame, pourquoi ce ne serait pas en confrontant les idées dangereuses qu'on les détruirait? Parce qu'en confrontant les idées dangereuses par le passé, madame, elles ont permis à des millions de morts. Le nazisme, qui s'est confronté, en tant qu'idée dangereuse, à d'autres opinions plus respectueuses, a engendré le pire génocide de l'histoire de notre humanité. Un monde où la liberté d'expression est un droit absolu est un monde dont les enfants seraient les premières victimes. Les jeunes dont l'esprit est plus influençable constitueraient des proies de choix pour diffuser toutes sortes d'idées. Un professeur mal intentionné, par exemple, pourrait très bien jouer de la naïveté de ses élèves pour servir ses propres convictions. Alors si aujourd'hui il serait scandaleux d'apprendre qu'un professeur prône le racisme auprès de ses élèves de CM1, demain cela pourrait être une scène cautionnée par l'État, faisant de l'école le terrain de propagande divers et variés, la porte d'entrée pour une modification significative de notre futur, puisque tout enfant constitue le futur de la société. C'est également une mise en péril de la vie de nos jeunes, chez qui le harcèlement est plus que présent. L'autoriser sous couvert de la liberté d'expression, c'est l'encourager et abandonner des enfants dans le besoin. Si votre enfant était victime de harcèlement, que lui diriez-vous? Qu'il est une victime de la liberté d'expression? Mais allez donc dire, cher gouvernement, aux 18 enfants qui se sont suicidés l'an dernier suite à du harcèlement scolaire, qu'ils sont simplement des victimes de la liberté d'expression. Cela n'est pas cautionnable. Nos enfants ne doivent ni être des pantins, ni être livrés à eux-mêmes. Alors l'école ne serait plus un lieu sûr? La morale, le professionnel serait bafoué en vertu de la liberté d'expression, engendrant une rupture de la confiance envers les professeurs, envers l'éducation nationale elle-même. Mais la liberté d'expression étant absolue, cela ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs, car cela engendrerait une rupture de confiance envers toute profession incluant le secret professionnel, comme les psychiatres ou les psychologues, qui pourraient dès lors communiquer toute l'entièreté de votre consultation. Cela constituerait le coup décisif asséné à nos citoyens, la rupture de confiance envers les institutions, les professionnels et les individus. Or, sans ce lien, nous mettons notre société en danger elle-même. Nous arrivons donc à une simple constatation. Un monde où la liberté d'expression est un droit absolu est un monde où vivre ensemble est impossible, où chaque homme est notre ennemi, où l'on se fait justice soi-même, où les enfants sont instrumentalisés et victimisés, où l'on peut déshonorer injustement un être humain sans en avoir à subir aucune conséquence. Faire de la liberté d'expression un droit absolu, c'est tuer le devoir de respect que nous nous devons à tous et à toutes. Cher gouvernement, jamais je ne pourrai cautionner vos propos, car il en va de la protection de la vie et de l'humanité de nos concitoyens. Faire de la liberté d'expression un droit absolu, c'est accorder l'utilisation totale et libre de l'arme la plus dangereuse, la plume, qui conduira inévitablement à la construction d'un nouveau monde, j'ai nommé l'anarchie. Merci. Du gouvernement, j'appelle Madame la secrétaire générale du gouvernement sous vos applaudissements. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, et pourtant je me battrai pour que vous puissiez le dire, disait Voltaire. Et c'est exactement le cas de figure dans lequel nous sommes aujourd'hui, chers jurés, chers camarades du gouvernement ainsi qu'opposition. Oui, aujourd'hui l'imposition est ingrate, car elle-même jouit de sa liberté d'expression absolue, elle-même jouit de sa liberté de ne pas respecter les règles du débat, et je vous montrerai pourquoi, afin de nous expliquer pourquoi la liberté d'expression ne pourrait-elle pas être absolue. Oui, l'opposition a répété, pendant la prestation de ces 3 orateurs, que la liberté d'expression absolue serait un danger à cause du harcèlement, de la diffamation, de l'incitation à la haine. Et c'est là que je suis désolée. C'est là où je suis désolée, car tous ces termes ne rentrent pas dans la liberté d'expression. Ces termes-là concrétisent une action, et c'est ce que vous a expliqué notre Premier ministre. L'incitation à la haine n'est pas une liberté d'expression, c'est la concrétisation d'une action. La diffamation n'est pas de la liberté d'expression, car on répand des choses fausses
en étant conscient qu'on le fait. Non, l'argumentaire de l'opposition s'est basé uniquement sur ces termes-là. Madame. Définissez-vous donc la liberté d'expression comme la liberté d'opinion? La liberté d'expression, madame, s'arrête, ou plutôt commence, dans le milieu public. C'est là où s'arrête la liberté d'opinion. Oui, aujourd'hui, la chef de l'opposition nous a dit que la liberté d'expression absolue ferait mal. Or, elle fait déjà mal aujourd'hui. Elle fait mal puisque certains ne peuvent pas exprimer leurs opinions, mais également parce que certaines opinions circulent encore. Et c'est ce que vous a expliqué notre troisième ministre et notre deuxième ministre. En autorisant toutes les opinions, nous saurons reconnaître les nôtres. Et c'est en les mettant, les invitant dans le débat public que nous pourrons les éradiquer. Je ne prendrai pas votre question. Ainsi, oui, notre projet de loi a des limites. Oui, il a des limites, et c'est ce que vous avez omis pendant votre discours. Vous nous avez également parlé de limiter la liberté d'expression pour le vivre ensemble. Quelle belle doctrine qui vient de Mussolini. Oui, notre pensée est bienfaitrice. Et bienfaitrice car vous disiez que personne n'a osé contredire Hitler, et il est bien là le problème. Hitler n'a eu personne pour le contredire. Hitler n'a pas pu débattre de ses opinions avec les citoyens. Et c'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons une opposition illusoire, utopiste, qui pense que restreindre la liberté, c'est protéger ses citoyens, alors que le gouvernement pense bien évidemment le contraire. Oui, c'est en autorisant toutes les opinions que nous les démontrons par le débat. Nous leur montrerons que des idées misogynes ou bien racistes ne valent rien par rapport à leurs idées opposées. Il y a également un droit dont on nous a parlé, c'est le droit à l'image. Mais le droit à l'image ne rentre pas dans la liberté d'expression, encore une fois. Madame, la troisième députée, nous a dit que l'on devait restreindre la diffusion d'images choquantes. Dans ce cas-là, mesdames et messieurs, l'opposition souhaite arrêter toute forme d'information. Nous ne diffusons plus d'images choquantes sur la Première Guerre mondiale. Nous ne diffusons plus d'images choquantes sur la Seconde Guerre mondiale. Nous ne diffusons plus d'images choquantes sur ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Non, nous ne laisserons pas nos citoyens être menacés par des députés qui ont peur pour leur boulot. Oui, aujourd'hui, notre gouvernement prône la liberté. Une liberté qui a commencé à se développer depuis 1789, comme a pu le souligner la deuxième députée. Mais aujourd'hui, nous voulons pousser plus loin notre liberté. Nous voulons la pousser plus loin afin de réduire ces maux qui grignotent notre société. Si la liberté d'expression, c'était simplement la liberté de dire ce qui fait consensus, ou bien de dire ce qui va plaire à tout le monde, eh bien ce serait un concept assez limité. Si nous entrons dans une critique de responsabilité, eh bien nous grignotons peu à peu sur nos valeurs. Alors oui, de l'illusion et de la démagogie à l'acceptation de la franche liberté, mesdames et messieurs, il n'y a qu'un pas. Il serait grand temps de le faire. Je vous remercie. Madame la secrétaire générale, et pour clore ce débat, la dernière prise de parole de la journée, j'appelle monsieur le secrétaire général de l'opposition sous vos applaudissements. Très chers camarades de l'opposition, très cher gouvernement, très chers membres du jury et très cher secrétaire général du gouvernement, parce que je commencerai par vous répondre. En effet, elle nous a dit que dans cette mesure, il y aurait des limites. Je tiendrai donc à vous rappeler la définition du terme absolu, qui définit tout simplement sans limite. On a donc un gouvernement qui nous propose une mesure
On a donc un gouvernement qui nous propose une mesure sans limite, mais avec des limites. Je suis désolé de vous apprendre, très cher auditoire et très cher jury, que le gouvernement a failli à sa mission. Le gouvernement a contourné le sujet. Effectivement, notre Premier ministre nous a dit oui, il n'y aura pas de limite. Et par derrière, une fois que tout a été dit, il suffit de dire « Ah, mais il y aura quelques limites » au moment de la secrétaire générale pour régler le problème. Mais aujourd'hui, le gouvernement nous propose soit une liberté d'expression absolue, sans limite, qui se veut dangereuse, comme nous l'avons démontré, soit une fausse mesure. Parce que la liberté d'expression aujourd'hui existe. Et c'est cela que le gouvernement oublie. La liberté d'expression existe déjà. Ce qu'ils sont censés proposer, c'est l'absolutisme de cette dernière. Or, pour nous, la liberté d'expression est déjà bonne. Nous avons aujourd'hui un gouvernement plein de naïveté, qui pense que, par le débat, on fait disparaître le racisme, la misogynie et l'antisémitisme. Non. Par le débat, quand on laisse grandir ces idées, on fait grandir la peur. Parce que oui, quand on laisse se développer le racisme, on ne respecte pas ses citoyens. On ne protège pas ses citoyens et le gouvernement a pour mission de protéger les Français. Et par cette mesure, le gouvernement va à l'encontre de son devoir. De notre côté, l'opposition est une opposition de la raison. Oui, certes, on ne fait pas rêver car on prône le statu quo et on ne veut pas de liberté d'expression absolue. Parce que absolu, c'est beau, mais il faut bien un cadre. Dans tout, il faut un cadre pour trouver l'équilibre. Parce que c'est l'équilibre qui fait le bon. Notre deuxième ministre nous a proposé d'avoir confiance en l'humain. Oui, avoir confiance en l'humain. L'humain qui tue des gens qui ont simplement utilisé la liberté d'expression, comme les journalistes de Charlie Hebdo. Oui, il faudrait avoir confiance en l'humain, sans lui fixer aucune règle. Nous avons aussi le droit à une troisième ministre qui nous a parlé d'une morale qui évolue. Mais je vous rassure, madame, la loi évolue aussi. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'absolutisme. Tout simplement parce que nous l'avons démontré de notre côté de l'opposition, la liberté, si absolue, va à l'encontre de l'égalité, va à l'encontre de la fraternité, et c'est ce que vous a démontré la chef de l'opposition. Notre deuxième ministre nous a dit « Les chemins de l'enfer sont souvent pavés de bonnes intentions ». Et c'est là le symbole de cette naïveté. Oui, c'est vrai, les chemins de l'enfer sont souvent pavés de bonnes intentions. Et c'est le symbole de l'argumentaire du gouvernement. Les bonnes intentions sont là. Oui, ils veulent nous offrir une liberté d'expression sans limite, pour chacun. Oui, c'est beau. Mais nous avons démontré que ce chemin mène tout droit vers l'enfer, tout droit vers un monde où des pensées qui doivent être interdites dans un état de droit se verront grandir, grandir et grandir encore. Je prends votre question. Que faites-vous de la liberté absolue de se déplacer, dont les prisons constituent une limite ? Alors, je suis désolé de vous décevoir, monsieur le Premier ministre, mais nous débattons aujourd'hui de la liberté d'expression et non pas de la liberté de se déplacer. C'est pour cela que je continuerai donc à parler de la liberté d'expression. Très cher auditoire, je suis aussi navré de vous apprendre que notre troisième ministre, qui prônait haut et fort la liberté d'expression absolue, avec son gouvernement, a fait le choix de faire taire l'opposition en refusant une question. Si on veut faire parler tout le monde, si on veut faire parler tout le monde sans avoir peur d'aucune pensée, d'aucune parole, il faut le faire vraiment. Or, aujourd'hui, c'est un aveu d'échec que nous propose le gouvernement sur un plateau d'argent. Il faut laisser parler tout le monde, mais on ne va pas vous laisser parler. Je finirai donc sur une citation de Nelson Mandela, qui est sûrement le symbole de la liberté au XXIe siècle. Il disait qu'être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, comme nous parlait des chaînes de notre Premier ministre, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Aujourd'hui, la mesure, si elle existe, du gouvernement nous propose tout autre chose.
Merci beaucoup, merci pour ce débat. Le moment n'est pas tout à fait terminé puisque le jury va devoir se retirer pour délibérer. Avant tout, nous allons faire un exercice d'art oratoire tous ensemble. Non par chauvinisme cocardier, mais plus par symbole d'unité. Nous allons tous nous lever. Et entonner tous ensemble la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, forgez nos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'ai beaucoup aimé le débat. Et pour répondre à votre question, enfin pour devancer votre question, j'ai des connaissances dans chaque équipe. Voilà, j'ai des élèves au gouvernement et à l'opposition, je crois. Dans ce cas, qui mieux que vous? Voilà, peut juger. En fait, c'est comme si vous me demandiez si je préférais mon père ou ma mère. Ah, c'est beau. Et voilà, c'est extrêmement difficile de répondre. Je les ai trouvés tous assez brillants dans l'ensemble. Je trouvais que le sujet était audacieux parce que ne mettre aucune limite à la liberté d'expression, en soi, ça fait trembler quand on se dit, on imagine ce monde un peu dystopique où on aurait le droit de tout dire et de tout balancer. Je crois qu'en chacun, il y a toujours un petit musée des horreurs en chacun de nous. Et heureusement que la plupart du temps, on est vigilant, on fait attention quand on est énervé, on fait attention à ce que notre parole soit propre et soit impeccable. Et surtout en tant qu'enseignante, je suis enseignante et parfois j'ai plein de situations où je pourrais m'agacer, m'énerver, m'emporter. Et j'essaye toujours d'avoir un regard de bienveillance et de me dire je ne sais pas pourquoi un tel élève a réagi comme ça. Je me souviens d'une anecdote d'une élève une anecdote. Voilà, c'est complètement hors sujet, mais là je suis en roue libre, je suis Mad Max. C'est samedi après-midi, je suis entre deux corrections de bac sur une nouvelle application. Alors l'anecdote, allons-y. Soyons balistiques. Je me souviens d'une élève qui ne souriait jamais en cours. Et je me disais souvent, elle est aussi aimable qu'une porte de prison. Quelle que soit la petite anecdote, la petite chose que je pouvais raconter, elle ne souriait jamais. Je trouvais ça assez désagréable. J'avais l'impression qu'elle avait quelque chose contre moi. Et en fait, j'ai appris quelques mois après, vraiment de manière impromptue, qu'elle avait vu à l'âge de 7 ans son papa sauter par la fenêtre et quitter ainsi sa vie. Et ça s'est toujours resté en moi. Et je me suis toujours dit, tu ne sais pas qui tu es en face de moi, tu ne connais pas l'histoire des gens. Donc même s'ils sont mal aimables, même si à première vue, ils peuvent paraître détestables, tu ne sais pas qui vraiment tu es en face de toi. Et sois tolérante, autant que tu puisses l'être. Et c'est cette petite anecdote qui m'a fait un petit peu grandir. Voilà. Je voulais vraiment tous les féliciter parce que, comme vous l'avez précisé, ils n'ont eu qu'une semaine en période de bac. Donc vous vous doutez bien que je pense qu'aucun n'y a consacré le temps qu'il voulait. Et à l'heure où la politique et les débats dits professionnels ont du mal à émerger, je trouve que ce qu'on vient de vivre ce soir est assez exceptionnel. C'est presque dommage que ça ne soit pas montré au grand public. Donc en ça, je vous remercie d'avoir organisé ça pour nos enfants, mais pour nous tous. Et j'ai même été agréablement surpris de la richesse du débat. Et enfin, juste pour conclure à titre personnel, c'est un vaste sujet. Donc
Je pense que personne ne peut conclure complètement ce soir. Simplement, la liberté d'expression à titre personnel, dans le doute, lorsque j'ai un doute, je privilégie toujours la liberté à l'interdiction. Et je rappelle que la liberté d'expression dans le monde moderne, malheureusement ou pas, existe, mais sous une forme bien plus tordue et pernicieuse, puisque les réseaux sociaux permettent, grâce à l'anonymat, une liberté totale. Et j'ai envie de dire, moi, je serais pour la liberté d'expression, mais jamais de façon anonyme. Voilà, j'ai dit. Faut assumer. Vous êtes horribles, je vous déteste, vous êtes des merdes, bande d'enculés, allez vous faire foutre. Franchement, vous aviez oublié à quel point ça faisait mal, la haine? Voilà. Quand on avait commencé cette compétition il y a 5 ans, on était peut-être 200 lycéens, lycéennes. Je pense qu'on était une quinzaine de filles. Et avec ma binôme, on était 2 filles. Et quand on est arrivé en finale, on n'y croyait pas. Déjà en quart de finale, on se disait on a tout gagné, on pensait pas arriver là, la semaine prochaine on part en vacances. La semaine prochaine, on était encore prises pour les demi. Improbable. On a été prises pour les finales, à chaque fois on y allait en se disant c'est la dernière fois qu'on débat, donc on donne tout. Parce qu'on était persuadés qu'on n'avait pas notre place ici et que c'était une erreur, qu'ils avaient fait une erreur en nous mettant là. Et on a gagné la finale. La première chose que j'ai remarqué en m'asseyant, c'est que sur les 8 débatteurs et débattrices, il y avait 6 filles. Et j'étais très fière d'elles, parce que je me suis souvenue de moi qui, en finale, me demandait « Mais est-ce que je suis là? Est-ce que j'ai gagné? Parce que je suis une fille. » J'ai entendu des bruits de couloir et je me souviens, c'était difficile. Et là, je les ai vues en majorité et surtout, elles étaient excellentes. Alors, pour mon avis personnel, je donnerais la victoire à l'opposition, mais il y a des supporters là-haut. Mais la meilleure oratrice, pour moi, c'était la 3e ministre du gouvernement, qui, à elle seule, avec un seul argument, m'a fait tourner la tête. Et pour ça, bravo. Et je suis très, très fière de ce que vous faites. Un grand merci à la Fédération francophone de débat, qui fait un travail de monstre, qui nous fait tous grandir, sans qui, moi, je ne serais jamais arrivée là où je suis maintenant. Et bravo à la relève qui est là. Tout à l'heure, on vous a insulté. Tout à l'heure, on vous a donné le feu. Moi, je vous donnerai la glace. Alors aujourd'hui, je vais vous complimenter. Monsieur, ce bleu va très bien avec vos yeux. Madame, vous êtes belle, comme une hirondelle. Ou encore, monsieur, pour employer une expression populaire, vous êtes beau comme un camion. Tout à l'heure, vous vous êtes sentis offensés. Aujourd'hui, vous vous sentez vantés. Tout à l'heure, vous avez eu de la haine qui montait en vous. Aujourd'hui, c'est de l'amour. Des sentiments contraires se sont exprimés dans chacune de nos pensées. Et moi, je pense que ce sont ces sentiments qui permettent aujourd'hui à tous de nous exprimer. Une doctrine latine dit « Si vis pacem para bellum ». Si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. On pourrait l'entendre « Si tu veux le bien, prépare le mal ». Ici, ce gouvernement a voulu nous faire comprendre que oui, il y aurait des dérives à la liberté d'expression. Oui, on ne pourrait empêcher une personne d'insulter son prochain. Mais c'est grâce à ces dérives que nous arriverons à fonder une société meilleure. Même si chaque citoyen français a le droit de vote, chaque voix ne peut pas retentir aussi loin. Et merci à la FFD de donner une voix, une véritable voix aux jeunes, quel que soit leur quartier d'origine, quel que soit leur milieu d'origine. Ça n'est ni facile pour des jeunes issus de milieux bourgeois, ni facile pour des jeunes qui viennent de banlieues peu aisées, voilà, des quartiers, comme on dit, d'avoir une voix et de se faire entendre et d'oser faire porter leur voix. Peu importe d'où on vient, on n'est pas toujours estimé,
qu'on soit un garçon, une fille, qu'on soit porteur de handicap, qu'on fasse partie de minorités religieuses, ethniques ou autres, ou bien simplement qu'on n'ait pas confiance en soi, en fait. Donc, portez votre voix. J'espère que quelqu'un d'autre et qu'un jeune va venir ici, ou bien un adulte, mais venez faire résonner votre voix et prenez la place, prenez le temps de vous faire entendre. Merci. Merci à vous. Bien, tout d'abord, les résultats pour le prix Cicéron. Nous allons d'abord écouter, bien évidemment, la motivation du jury avant qu'il n'annonce la décision. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Bon, très bien. Eh bien, après délibération du jury à propos de l'octroi du prix Cicéron, nous avons décidé pour l'accroche du propos, pour sa clarté, mais aussi pour la manière dont un métier qui m'est cher, et je ne l'espère pas qu'à moi, à savoir celui d'historien, a été abordé avec pertinence, avec mesure, mais aussi une sensibilité, c'est à Lina Benmarzouk que nous l'octroyons. Et nous la félicitons chaleureusement. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Elle se voit donc remettre le buste du dit Cicéron. Bravo. Mais il est évident qu'on dit que l'histoire n'appartient qu'aux vainqueurs. Je tiens à vous rassurer, c'est faux. Heureusement, il y a l'avenir pour ceux qu'on considère comme les vainqueurs du jour, qui ne sont pas ceux du lendemain. C'est une leçon extrêmement importante. Et nous tenons également à vous féliciter pour l'énergie de votre propos, mais aussi pour la manière dont vous avez incarné, avec un recul, moi que j'ai apprécié aussi, c'est une mise en abîme que vous nous avez faite de l'orateur parlant de lui-même. Et sachez qu'il n'y a aucune fatalité. Vous avez encore au moins 10, 15 ou 60 ans devant vous pour être le vainqueur de bien mille autres choses. Et on vous félicite Bravo. aussi. Bien, nous allons maintenant entendre dans l'ordre l'équipe du gouvernement ou de l'opposition, savoir laquelle des deux a gagné, ensuite quel est le binôme qui est sacré, et ensuite quel est le meilleur orateur de ce débat. Et nous commençons d'abord avec Théophile Dardenne. Bravo, bravo et merci pour ce débat de haute volée sur un sujet parfois ésotérique, un petit peu abstrait. Vous vous êtes très, très, très bien débrouillés et j'aimerais vous applaudir encore une fois sur la force que vous avez eue. Bravo. Alors, il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu des très jolies formules, il y a eu des très jolies réécritures, il y a eu aussi un petit peu de gargarisme, il y a eu quelques erreurs, quelques approximations, il y a eu du ad Hitlerum à ne plus que savoir en faire. Alors là, les nazis, on en a plus entendu parler presque que la liberté d'expression elle-même. Là-dessus, méfiez-vous de la facilité sur des sujets comme ceux-ci, que sont de parler tout de suite des nazis, que sont de parler tout de suite des racistes. On en a suffisamment parlé. Hein. On leur a fait mauvaise presse. Ça n'est pas vrai, on n'en a jamais suffisamment parlé. Simplement, sur un débat comme ça, il y a des choses qu'on attend, il y a des choses qu'on aimerait bien ne pas voir parce qu'on les a suffisamment vues. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant au moins 1 heure sur chacune de vos prestations. Il a fallu trancher, il a fallu trouver l'équipe qui nous avait le plus convaincus. Et cette équipe qui nous a le plus convaincus, et on vous l'expliquera par la suite de façon personnelle si vous le souhaitez, c'est l'opposition.
Je laisse maintenant le soin à mes collègues jurés de détailler le propos et d'annoncer donc le binôme vainqueur et enfin le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Alors, merci de me laisser le pupitre, cher Théophile, et merci, Président, d'avoir convié le RIPAO à cette fête. J'avais déjà dit lors des demi-finales que vous avez de l'avenir, et je vous assure, vous avez de l'avenir. Je vous attends en 2022 ou 2023 en Afrique pour remporter la Coupe du Monde en Afrique. Alors, je dis toujours, les bons orateurs ne sont des bons débatteurs que lorsqu'ils respectent les règles ou elles respectent les règles. On va dire que l'équipe qui a respecté les règles aujourd'hui, pour ne pas créer une amalgame, c'est bien l'équipe qui s'appelle Amalgame avec Lila et Alice. Je sais bien, c'est votre équipe, n'est-ce pas? Vous êtes très jeune, la relève est déjà sur place, mais il y a fallu choisir celui ou celle qui représente le vrai danger. Et le vrai danger se nomme Marouane. Chers amis, un dernier mot, évidemment, on conclura par des remerciements. Je souhaiterais tout d'abord remercier Thaïs pour le travail qu'elle a fait dans l'organisation de la coupe et Rémi pour l'organisation du prix Cicéron. On remerciera bien sûr aussi la questure du Sénat qui nous accueille dans ces lieux et qu'on peut applaudir. Et j'aimerais vous dire un dernier mot, chères oratrices, chers orateurs. Bien évidemment, il y en a qui sont plus déçus que d'autres et d'autres plus joyeux. On ressortira peut-être avec des émotions un peu différentes pour les uns et pour les autres. Et je ne dirais pas l'essentiel c'est de participer, parce que cette phrase est insupportable, même si je l'ai quand même prononcée. Néanmoins, je rappellerai le plaisir, tout d'abord, de plaider, de venir s'exprimer ici à cette tribune au hareng, devant vos amis, devant votre famille, devant ces gens qui sont venus vous écouter et qui ont pris, je suis sûr, énormément de plaisir à vous écouter. Je suis aussi fier, et je veux faire cette petite mention, à des oratrices et des orateurs d'Argenteuil qui étaient représentés en masse ce soir et qu'on peut applaudir très fort. Et je vous le dis, peu importe, alors peut-être que vous allez sortir du lycée, mais on a plein de clubs dans les universités. S'il n'y en a pas, vous allez les créer vous-même. Si vous êtes encore au lycée, eh ben, il y aura la coupe l'année prochaine. Et il y aura plein d'autres choses. Donc, ce n'est que le début. Soyez-en certaines, soyez-en certains. Et vous êtes évidemment les bienvenus à la Fédération francophone de débat. Vous êtes maintenant des piliers de la fédération. Et je m'adresse aussi aux gens qui, plus malheureux, se sont arrêtés un petit peu avant. Je vois quelques sourires dans la salle de ces lycéennes, de ces lycéens qui peut-être se sont exprimés lors de la tribune au hareng et qui peut-être seront là aussi l'année prochaine. Donc continuez à vous entraîner, continuez à venir, à participer à tous les concours qui existent, à toutes les formations qui existent pour faire vivre l'art oratoire et pour contribuer, qui sait peut-être,
à la révolution pédagogique que nous appelons de nos vœux. Sur ce mot d'ordre, on ne naît pas orateur. On le devient.